Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de votre balado Gotchar. Cette semaine, vous allez entendre beaucoup de noms de voitures au cours de l'épisode parce qu'on va vous parler notamment des nominations et des finalistes des voitures canadiennes de l'année, des VUS canadiens de l'année. Mais d'abord, je vais vous parler d'un frêle et délicat véhicule. Je vais vous parler de mon essai du Jeep Grand Wagoneer L Série 3. Moi, de mon côté, je vais vous parler de mon voyage à Victoria, en Colombie-Britannique, pour faire l'essai du Hyundai Kona EV. Et je vais, comme à mon habitude, vous parler des dernières grandes nouvelles dans le monde de l'automobile, mais cette fois-ci avec quand même des vraies choses. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchar. Alors, je trouve que ça commence bien. Moi, je vais vous parler de mon voyage. Mais en fait, C'est la vérité, hein? ah oui, je sais. Moi, je te taquine parce que ça m'est arrivé tellement souvent par rapport à toi que je peux me permettre de te niaiser un petit peu. Absolument, Euh, t'as toujours le droit. Exactement. Alors, moi, comme je l'ai dit, je vais vous parler d'un véhicule qui est absolument. Comment je pourrais dire? On peut utiliser à peu près tous les superlatifs pour le qualifier. C'est le Jeep Grand Wagoneer L. Pourquoi le L dès le départ? Ben, ça vient positionner tout ça. Ça vient pour long wheelbase, donc pour empattement allongé. C'est un énorme véhicule. C'est le plus gros véhicule actuellement disponible et un des plus gros qui a jamais été fabriqué. Il est même plus gros, pour ceux qui s'en souviennent, là, que le Ford Excursion qui a été vendu à une certaine époque. Au total, il fait 5 mètres 749. C'est énorme. C'est vraiment très, très long. C'est près d'une vingtaine de pieds là, si on veut y aller en impérial. C'est gigantesque comme véhicule. C'est très haut, c'est très large, c'est très long. En plus, il était noir. Ma sœur disait que j'avais un corbillard dans la cour quand elle passait devant la maison. C'est vraiment impressionnant. Ça a la longueur. Ouais, écoute, c'est fou, là. C'est littéralement, comme je viens de le mentionner, à 5,8 mètres ou presque. C'est vraiment très long. Pour vous donner une idée, c'est bien entendu un 7 ou 8 passagers selon la configuration, parce que dans la deuxième rangée, on peut choisir de mettre une banquette ou des sièges capitaines. Moi, j'avais la version siège capitaine. Mais même quand on a des gens dans toutes les rangées, et Dieu sait que la troisième rangée, elle est confortable, là. Je me suis rendu. Bon, avec les sièges capitaines, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que tu avances le siège puis tu te contorsionnes un peu. Ce qui, tu t'en doutes, n'était pas particulièrement agréable à regarder dans mon cas, mais je me suis rendu et l'espace est abondant, autant pour la tête que pour le dégagement, bien entendu. Il n'y avait vraiment pas de problème de confort en troisième rangée. Et dans la valise, même quand tous les sièges sont en place, tu sais, on a des ensembles de valises, là, petites, moyennes, grandes. Là. Ben, les trois valises rentrent dans le coffre à plat. On ne parle pas des empilés, là. On parle de mettre les valises à plat sur le plancher. Ben, Ben les trois justement, valises rentrent en même temps. le cercueil rentre à merveille, là, c'est ce qu'on Ouais, disait. exactement. Non, il n'était pas sur la bonne longueur. Moi, je parle plus de largeur. Alors, écoute, ça donne une idée quand même de l'espace impressionnant qu'il y a à l'arrière de ça. Espace qui se retrouve aussi, bien sûr, pour les passagers. Passagers de deuxième rangée ont de la place en masse. Ceux en avant, bien évidemment, ce n'est pas un problème de dégagement non plus. Euh, L'autre élément, pour la raison pour laquelle je dis qu'on peut mettre des superlatifs, c'est oui pour les dimensions, mais aussi pour la puissance. Parce que, alors que le Jeep Grand Wagoneer, quand il est arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans, proposait un moteur V8, là, il est en option, le moteur V8. Et en fait, il y a très peu de gens qui optent pour ça parce qu'on l'a affublé du nouveau moteur Hurricane, qui est un nouveau moteur plus moderne du côté de chez Stellantis Jeep. Euh, c'est un moteur à 6 cylindres en ligne biturbo de 3 litres à haut rendement. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que le bloc moteur est en aluminium, donc plus léger. Les deux turbos sont à faible inertie. Donc, ça veut dire que tu as moins de délai de réponse. Parce que tu sais, un turbo, là, quand tu accélères, il doit se charger en air pour comprimer tout ça. Donc, tu n'as pas de délai parce que tu as une faible inertie. Donc, ça te permet d'agir beaucoup plus rapidement. Et ça te donne une puissance légère de 510 chevaux, 500 livres-pieds de couple. Jake nous annonce
en bas de 6 secondes au 0-100. Je t'avoue que moi, je n'ai pas fait mieux que 6,5, mais il faut rappeler qu'on conduit un autobus scolaire. Là. En termes de dimension là, et de poids, c'est énorme. Euh, Bien sûr, système de rouage 4 roues motrices qui est absolument indispensable quand on est chez Jeep, avec plusieurs modes de conduite qui sont faciles à sélectionner. C'est le système Quadratrack que l'on connaît bien. Il y a 3 versions. Là, on avait un système le plus avancé. Donc, on peut choisir neige, boue, tout ce que tu voudras. Et il y avait même le Quadralift. Le Quadralift, ben, c'est la suspension hydraulique qui permet de monter ou de descendre la voiture selon les besoins. Tu peux la descendre quand tu veux embarquer à bord parce qu'elle est plus basse, même s'il y a un marchepied rétractable électrique. Tu peux la monter quand tu veux aller faire du hors-route et tu vas la laisser dans une position idéale, plus aérodynamique, quand tu vas rouler, par exemple, sur autoroute ou quelque chose comme ça. Donc, on est vraiment dans un monde où on a vraiment tout pensé pour ça. Je l'ai dit, le moteur, il est puissant, les accélérations sont impressionnantes. Boîte de vitesse, 8 rapports, qui est un peu paresseuse à bas régime, je te dirais, mais dans l'ensemble, qui fait vraiment un excellent travail. Et à l'intérieur, ben là, on se retrouve dans un char de fou. On a, bon, bien sûr, les matériaux, beaux matériaux, des cuirs, des belles qualités de finition, des surpiqûres partout, des motifs avec des appliques métalliques qui sont vraiment super géniales. Et on va parler de ce qui est pour toi un must absolu. C'est le système d'infodivertissement. C'est le Uconnect, le Uconnect 5 de Jeep. C'est probablement le meilleur sur le marché actuellement. C'est facile de s'y connecter. Oui, il y a plein de fonctions, mais c'est facile d'y avoir accès. Et il est totalement compatible Apple CarPlay, Android Auto, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a aussi toutes sortes de fonctions à l'intérieur de ça. Tu peux changer les couleurs et tout ce que tu voudras. Et on a une abondance d'écrans. Parce qu'il y a aussi un écran devant le passager qui permet de contrôler, entre autres, là, le divertissement notamment. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie avant. Bien sûr, siège chauffant, ventilé et massant. Je sais à quel point tu aimes les sièges massants. Il y a d'ailleurs un petit écran en bas pour contrôler ça de façon individuelle. Petit écran qui est un petit, qui est une belle petite décoration, mais quand tu appuies sur un bouton, le dit écran se relève, se rentre à l'intérieur et ça dissimule l'espace de chargement pour la recharge par réduction de ton téléphone, ainsi que toutes les prises USB format que tu Wow! sentes C'est et, high-tech, là. et même une prise HDMI à l'avant. OK. Oh oui, on est vraiment là. Il n'y a pas grand-chose que tu peux rajouter à ce véhicule-là. Euh, à l'intérieur, pour transmettre la sonorité, rien de moins qu'un système sonore Macintosh 23 haut-parleurs. C'est, bon, rappelons que Macintosh est considéré comme un des meilleurs systèmes audio au monde dans le monde de l'automobile. 23 haut-parleurs, tu as transformé ce gros véhicule en salle de concert, littéralement. Et si tu veux être sûr qu'il n'y ait pas de bataille dans la voiture pendant que tu conduis, il y a même une caméra qu'on appelle la FamCam, qui est une caméra qui te permet de voir à l'intérieur de l'habitacle, mais tu as plusieurs caméras, donc tu as comme plusieurs angles de vue. Fait que si tu as plusieurs enfants qui se battent, tu sais c'est qui est responsable. C'est Marie-Lou, hein, qui devrait avoir ça dans sa voiture. C'est elle. Si vous n'avez pas écouté notre entrevue, je vous invite à aller l'écouter. C'est elle qui nous parlait du fait que c'était souvent un problème pour elle. Voilà quelque chose qui pourrait être réglé par le Grand Wagoneer. Je dis ça comme ça. Exactement. Mais bon, évidemment, elle est porte-parole de Hyundai. Moins sûr qu'elle va rouler en Jeep, mais en tout cas, c'est quand même. Regarde, OK? Quand est-ce que ça vient sur le palissade? Ben, je pense qu'il y en a. Il faudrait vérifier. D'ailleurs, je le lis cette semaine. Je serai en mesure de te le dire à mon prochain essai. Euh, Absolument. mais donc, il y a tous ces éléments-là. Mais là, tu t'en vas dans la deuxième rangée. Tu as aussi des sièges super confortables, chauffants quand ils sont capitaines. Et tu as un panneau tactile au centre qui te permet de contrôler toutes les fonctions de climatisation quand tu es assis au siège arrière. Ajoute à ça que devant les deux passagers, tu as le U-Theater Connect, que tu connais bien, qui est le même système qu'on retrouve entre autres dans la Pacifica notamment, avec des écrans que tu peux brancher. Tu peux brancher des HDMI, tout ce que tu voudras, et où tu peux écouter la télé grâce au Fire Stick d'Amazon, qui est offert aussi à l'intérieur du Uconnect Theater.
Donc, on est vraiment dans quelque chose de fou, là. C'est pas mon Oui. préféré en termes de look, mais il faut de leur donner que justement en termes de input là, c'est probablement ceux qui en ont le plus. Justement, Chrysler Pacifica, on en reparlera là bientôt parce que j'en ai fait l'essai la semaine passée ou il y a 2 semaines. Puis vraiment, c'est assez fou la quantité de choses qu'on peut brancher là-dedans. Là. Oui, absolument. Mais là, c'est la même chose dans le Grand Wagoneer, évidemment. Alors, c'est vraiment, comme je te dis, là, si tu regardes au niveau du confort, au niveau technologique, et là, je ne t'ai pas parlé de tout ce qu'il y a comme les systèmes d'aide à la conduite pour la sécurité et tout ce qui vient avec, là. Je suis vraiment resté dans le plus élémentaire, mais tu as tout ça à l'intérieur de ce véhicule-là. Véhicule qui est aussi capable de remorquer près de 10 000 livres. Euh, donc, tu peux traîner une roulotte facilement derrière. Ah, c'est vraiment le véhicule complètement fou qui te permet là, d'aller dans le hors-route parce que c'est un Jeep avec un vrai système 4 roues motrices, mais qui est aussi le VUS familial par excellence. Petit bémol, cependant, il y en a deux. Le premier, c'est la consommation. Jeep nous dit moyenne de 15,8. Je suis été plutôt à 17, je te dirais. Et ça roule au super, cette petite bête-là. Alors, inutile de dire que faire le plein d'un réservoir de plus de 100 litres au super à 1,80 le litre, ben, ça te donne une idée combien ça coûte. Hein? Et le deuxième bémol, ben, c'est le prix d'achat, parce qu'évidemment, la version L arrive avec les versions de luxe et ça vaut de base 131 000 Évidemment, Ben écoute, si t'as les 131 000 pour te l'acheter, peut-être que rendu là le super, hein. non, mais je pense qu'on aurait pu avoir quand même, tant qu'à avoir un gros véhicule, on aurait pu faire un petit effort sur l'économie, mais je Ben non, comprends que c'était pas la je priorité. comprends. Ben, je pense que quand on est rendu au point où on est le plus long véhicule sur le marché, on fait pas ça pour l'économie d'essence, là. Non, effectivement. Alors, écoute, c'est vraiment, je le répète, c'est au superlatif. C'est vraiment la plus grosse affaire que tu peux t'imaginer. Moi, j'ai adoré, mais voilà, c'est le genre d'affaire que j'ai adoré conduire pendant une semaine. Est-ce que je conduirais ça tout le temps? Pas vraiment. Il y a un système, si je te donne un exemple, là. Il y a un système d'aide au stationnement, OK, automatisé. Donc, tu l'actives quand tu arrives dans des stationnements. Normalement, il détecte la place puis il se stationne lui-même. Je l'ai essayé à plus d'une reprise. Ça n'a jamais marché intelligemment. OK? Soit ça me disait c'est temporairement disponible et je ne sais pas pourquoi. Soit quand il l'a fait, parce que tu peux le faire sortir aussi d'une place de stationnement. OK? Donc, j'ai essayé de le faire sortir d'une place de stationnement. Il a failli rentrer dans la voiture qui était devant moi. Ah ouais? Oui, littéralement. Puis j'étais avec mon frère, on faisait une vidéo et euh, j'ai été obligé d'intervenir parce qu'on s'en allait direct dans l'auto. Oh, Problématique, ça? un peu, oui. Et on a fini par le faire stationner lui-même. Donc, on est allé dans un stationnement où c'est des stationnements perpendiculaires, là. Alors, on est là, stationne, et là, ça s'est fait à merveille. Ça a été compliqué parce qu'il a fallu qu'il se reprenne à 2 ou 3 fois, mais il le faisait lui-même sans problème. Et il s'est stationné, mais il était tellement long que le nez il dépassait des autres véhicules. Et là, je me dis, bon, mais pas de problème, on va le faire sortir de là maintenant. Mais il n'a jamais voulu. Puis je venais de le faire, là. Il venait de rentrer de lui-même, là. Et il me dit système indisponible. Eh bien, Alors, ouais, c'est ça. Alors, évidemment, c'était pas la meilleure idée du siècle. Mais ceci étant dit, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui va bien. Mais bon, ça s'adresse à. C'est un marché excessivement niché. Moi, je me suis amusé à l'essayer, mais comme je te dis, c'est pas le genre de véhicule que j'aurais en permanence. Toi, par contre, tu allé essayer quelque chose qui est peut-être un peu plus passe-partout, je dirais. ouais, ben c'est pas mal le contraire, je dirais. C'est probablement un véhicule qui a pas grand-chose de vraiment wow, mais que au quotidien, je pense que je conduirais et je m'habituerais. Je te parle du Hyundai Kona électrique et comme je l'ai dit au début, j'ai eu la chance d'être invité à Victoria, donc elle est à l'autre bout du Canada pour aller en faire l'essai. C'était quand même pas si mal de m'échapper du froid et de la neige un peu pendant ce moment-là. C'était quand même très bien. Mais quand même, avant, petite présentation technique, parce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à l'ancienne version du Kona électrique. Je le répète, parce qu'il existe aussi le Kona thermique, le conventionnel, qui lui est sorti en 2018. On parle de 2019
pour l'électrique. Le Kona, d'ailleurs, j'ai été très étonné d'apprendre que c'était l'un des meilleurs vendeurs au Canada et même au Québec spécifiquement. Et le Kona électrique est pas mal populaire au Québec, encore une fois, spécifiquement, certainement avec un certain rapport avec les rabais gouvernementaux, là, c'est sûr, on se mentira pas. Je pense pas que c'est parce que les Québécois sont particulièrement enclins à s'acheter des Kona électriques, mais quand même, on parle d'à peu près 20% des ventes pour le Kona standard là, à travers tout le Canada. Fait que c'est un modèle qui est quand même important pour Hyundai. Puis c'est surtout ce qu'ils considèrent comme étant l'ionique moins cher, si tu veux. Hein? Parce que, bon, les gens qui écoutent le podcast le savent, Ioniq 5, Ioniq 6, c'est des véhicules que j'ai toujours appréciés. J'ai aimé la conduite, j'ai aimé le sentiment je dirais, de confort. J'ai aimé la technologie, le système d'infodivertissement, tout ça. Mais la seule chose que j'aimais peut-être un peu moins, c'est leur prix. Difficile de se tirer avec une Ioniq 5, Ioniq 6, difficile de s'en tirer en bas de même 60 000 là, pour certains des modèles. Tandis que là, 60 000, on va avoir vraiment le modèle tout équipé de Kona parce que le modèle de base commence à 46 399. C'est sûr qu'il faut ajouter là-dessus des frais de 1925 de transport et de préparation. Puis la version Ultimate, donc celle que nous, on a eu la chance de conduire, c'est 51 999. Donc, même tout équipé, là, on s'en tire quand même en bas de 60 000 $. Et aussi, je le répète, c'est éligible aux rabais gouvernementaux, à la fois au palier fédéral et au palier provincial. Donc ça, c'est sûr que c'est intéressant. Les différences, il n'y en a pas vraiment au niveau du moteur. Un peu moins de couple, ce qui, selon les gens de chez Hyundai, le rend plus efficace en termes d'utilisation de l'électricité, donc de l'énergie. Mes collègues qui avaient déjà conduit, l'autre disait qu'on le ressentait un peu, ce manque-là de couple, mais personnellement, j'avais jamais conduit le Kona électrique avant, puis je suis obligé de dire que j'ai pas ressenti un manque en tant que tel de couple, mais j'ai pas de point de comparaison, là, il faut que je le mentionne. On parle de 201 chevaux sinon, donc ça c'est toutes les versions qui ont ça, et on parle de 420 km le maximum d'autonomie, ce qui est pas mal, là, hein, ce qui est assez standard. 420 km, là, c'est sûr que l'Ioniq 6 nous a... Ouais, mais c'est ce que le Kona d'ancienne génération faisait de toute façon. Ils ont, comme tu l'as dit, peu changé la motorisation. C'est à 400 km, on est pas mal dans la moyenne là, de ce qui se fait dans tous les véhicules électriques. Et d'ailleurs, je m'excuse, c'est 5 km de plus que la version de l'an dernier. C'était 415. OK, non, mais soyons précis quand même, là. Non, évidemment, comme tu dis, il n'y a pas grand changement. Il n'y a pas beaucoup de changements au niveau du moteur. C'était peut-être plus un rappel pour les gens qui ne sont pas familiers. La grosse différence, par contre, c'est la plateforme en elle-même. Plus grosse, plus grande, plus toute. Faut dire que ça vient quand même avec 33% d'augmentation de la capacité de chargement, ce qui est assez fou, là. C'est presque du jamais vu, là. On est passé de 500 quelques litres à au-dessus de 700 litres d'espace de chargement. Donc, écoute, chapeau, hein, j'imagine. On a aussi à peu près 8 cm de plus là, de dégagement au niveau des jambes à l'arrière. Est-ce que tu as essayé? Oui, absolument. Absolument, et c'est ce que j'allais dire. Pour moi, t'es mon échelle, là, à 6 pieds 3. Si toi, tu rentres... Ben, c'est pas très grand, hein? Donc, j'imagine que le 8 cm était assez le bienvenu. Je me suis pas assis dans les versions des dernières années, mais j'imagine que si on m'avait enlevé 8 cm de jambes, j'aurais été un peu plus triste que je l'étais, mais c'était franchement confortable. La tête, surtout, hein? Étant donné la silhouette en tant que telle, qui est pas du tout semblable à celle de l'Ioniq 6, qui, elle, est vraiment là abaissée à l'arrière pour l'aérodynamisme. Là, on parle d'un petit VUS, mais quand même d'un VUS, donc il y a de l'espace à l'arrière qui est un peu plus carré. Donc, j'ai pas eu de problème au niveau de la hauteur à l'arrière. Au niveau des jambes, comme je dis, écoute, c'était pas ton Grand Wagoneer,
Hein? On n'avait pas l'espace qu'on devait avoir dans tes sièges capitaine, mais quand même, est-ce que j'aurais fait Montréal-Québec à bord de ça? Oui, et plus encore. Là. Okay, on n'était pas non plus là, dans un deux portes où il faut qu'on se ramasse coincé à l'arrière. Là. C'était quand même un véhicule confortable. Puis moi, c'est le prix, je dirais, qui me séduit un peu dans tout ça, mais ça, on va en reparler. La différence, comme je disais, c'était aussi, dans la plateforme, il y a aussi un autre point. Hein, c'est une plateforme qui est faite pour le véhicule électrique et pas pour le véhicule à essence. Donc, avant, quand on avait la version électrique, c'était une adaptation de la plateforme à essence, mais là, c'est l'inverse. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a mis la batterie dans le plancher au lieu d'avoir de l'espace qui est enlevé à l'arrière pour donner justement d'espace à la batterie, toute la mécanique électrique. Maintenant, c'est intégré dans la plateforme directement, ce qui donne plus d'espace en arrière. Puis moi, j'aime beaucoup le sentiment que ça donne en conduite, là, d'avoir la batterie dans le plancher comme ça. Ça donne un centre de gravité très, très bas, que je trouve qui est plus stable même que la version à essence que je vais parler là, à l'émission quand on va revenir pour 2024, parce que c'est le véhicule que j'essaie dans le temps des fêtes. C'est le Kona à essence. Donc, je vais vraiment pouvoir faire la comparaison. Je suis plutôt content, d'ailleurs, que ça ait tombé comme ça. Mais tout ça pour dire que je trouve que ça lui donne un sentiment de conduite assez agréable. Ceci étant dit, j'ai parlé avec certains de mes collègues journalistes qui sont, disons, plus près de ton âge que du mien, si on est poli. Et ces gens-là m'ont dit qu'il y avait un attachement à la conduite à essence qu'ils ont pas retrouvé, évidemment, dans un véhicule électrique. Donc, ces gens-là m'ont dit que eux, ils aimaient ça, l'espèce de temps de réaction, l'espèce de vroom-vroom, comme j'appelle un peu à la blague, que ça nous donne avec un moteur thermique conventionnel, le bruit, le sentiment, la vibration. Évidemment, ça, on le retrouve pas dans le Kona électrique, on se mentira pas, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, en fait, c'est ça que j'appréciais, le sentiment de douceur, le sentiment d'instantanéité aussi dans le couple, dans la puissance, on la sent là, aussitôt qu'on le met sur la pédale. Il y a le même système qu'on avait déjà discuté là, dans l'Ioniq 6 aussi, par rapport au système à une ou deux pédales là, dont il y a différents niveaux par rapport à la recharge qu'on veut avoir. Donc, il y a le mode à une pédale complètement et il y a le mode standard, là, donc à deux pédales. Et il y a différents niveaux entre les deux où on utilise plus ou moins sa pédale. J'aime ça, la conduite à une pédale. J'aime ça, personnellement, les voitures électriques, il faut croire. J'avoue que ouais, même moi, la conduite à une pédale, au début, c'est un peu déstabilisant, mais quand tu le fais, tu t'habitues, même en conduite un peu plus dynamique, au lieu de freiner, par exemple, dans des virages, tu n'as qu'à lever le pied de l'accélérateur et ça te permet de garder le contrôle en permanence. Honnêtement, la première fois que j'ai conduit ça, j'ai fait non merci. Et maintenant, quand c'est disponible, je m'en sers tout le temps. C'est exactement la même chose, personnellement. Puis, ils ont vraiment mis l'accent là, sur justement la petite technologie pratique comme ça. Hein? On s'entend que c'est pas un véhicule de super luxe. Il y a des sièges de cuirette sur la version Ultimate, là, mais hein, on s'entend que c'est pas un véhicule super luxe. Donc, on a vraiment mis l'accent sur le côté pratique de la chose. Je vais te donner un exemple, là, entre autres. Il y a un frunk, OK? Il y a un frunk, de la taille d'une boîte à lunch, mais il y a un frunk. Écoute, j'ai dit à la blague, je sais pas combien on va rentrer de club de golf là-dedans. La réponse, c'est le manche d'un putter, je pense. Là. Mais bon. Et encore. Et encore. Tout ça pour dire, c'est un des exemples parmi tant d'autres qu'on a vraiment essayé de mettre du rangement partout, là, justement. Il y a aussi quelque chose qui m'a bien fait rire. Le port de recharge, il est en avant. Hein? Donc, si tu t'imagines conduire dans le verglas ou quelque chose comme ça, t'as de la neige, t'as de la pluie verglaçante qui coule en avant et ça génère pas la chaleur d'un véhicule à essence, hein? Donc ça fait pas fondre la glace sur ton véhicule. Et là, t'arrives pour te brancher et c'est gelé. Donc, Hyundai ont rajouté un réchauffe porte de recharge. Mais ça, c'est brillant, par exemple.
Ben oui, un port de recharge chauffant. Je niaisais avec le ton que j'employais, bien sûr, parce que oui, c'est pratique, hein, puis il faut que ce soit en bas du point de gelée, il faut qu'on ait le defrost arrière activé, donc c'est pas toujours activé, là, c'est nous qui décidons quand on l'active, mais c'est le genre d'exemple de petites affaires que je vais t'admettre que j'aurais pas songé instantanément comme ça là, à mettre ça, mais que c'est apprécié au bout du compte. Hein? Entre autres, par là des petites choses qui sont appréciées, Ioniq 5 et Ioniq 6, les versions haut de gamme n'ont pas l'intégration Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Quelque chose qui m'a toujours un Donner peu... le l'urticaire au minimum. Oui, je crois que c'est le bon terme. Pourquoi? J'ai jamais compris. Il va falloir que quelqu'un m'éclaire là-dessus. Mais là, ils ont compris parce qu'ils vont le mettre. En fait, ils l'ont mis, hein, parce qu'en ce moment même, là, c'est disponible. Là, donc, ils l'ont mis sur la version 2024, l'Apple CarPlay et Android Auto sans fil sur toutes les versions. Et on nous a dit que ça allait être standard sur tous les véhicules là, Hyundai maintenant. Donc, il n'y a plus question là, de le limiter. Et en fait, ça va même être ajouté sur les véhicules qui ne l'avaient pas déjà par update over the Oh, air. ben oui, parce que maintenant, les mises à jour se font par la voie des airs, donc c'est beaucoup plus facile de changer ces affaires-là, mais c'est un peu insultant de dire si c'est Exactement ce juste que une mise j'allais à jour. dire! Ah oui, depuis tout ce temps, on pouvait juste l'installer sur mon truc, puis j'aurais pas eu de problème, puis j'aurais pas eu de besoin de fil. C'est Puis exactement ce que je me suis dit. C'est très cool de leur part de le faire, mais depuis tout ce temps, c'était une simple mise à jour. En tout cas, écoute, ça veut dire que tu avais déjà l'équipement à bord pour le Exact! faire. C'est presque insultant. C'est comme l'histoire des abonnements pour avoir les sièges chauffants dont on a déjà mentionné. Tes sièges chauffants, ils sont là, il faut juste que tu payes pour les débloquer. Là, au moins, c'est gratuit. N'attribuons pas de mauvaises intentions à Hyundai. Ça m'a simplement fait rire que ce soit une simple mise à jour. Mais bon, écoute, ils ont un nouveau système d'infodivertissement aussi, nouvelle interface, et ils nous ont invité d'ailleurs à ne pas utiliser Apple CarPlay pour en faire l'essai. Je les ai écoutés, bien sûr, et j'ai été agréablement surpris par le système d'infodivertissement. Parce que celui de l'Ioniq 5 et Ioniq 6, c'était loin d'être mauvais, là. C'était un de ceux qui fonctionnait le mieux, selon moi. Mais bon, fonctionner le mieux, on s'entend que ça veut dire qu'il fonctionnait. Point. Oui, C'est déjà s'il fonctionne, c'est mieux que beaucoup d'autres compagnies, tu sais. Donc déjà là, c'était pas si mal, mais là on l'a encore mieux, comment dire, on l'a peaufiné, on l'a encore mieux designé, on a configuré, c'est le mot que je cherchais, parce que c'est surtout ça le gros changement. Entre autres, ta consommation d'énergie se trouve dans dans ta console centrale. Les passagers peuvent voir ta vitesse, entre autres, et la vitesse maximale. Donc, c'est des choses, des informations. Oui, je sais, c'est un peu gênant qu'on voit ta vitesse comparativement à la vitesse maximale, mais je me suis dit que c'était un bon truc de sécurité par la honte, hein, par le... ouais, exactement, c'est ça. C'est la gêne qui va nous faire ralentir plutôt que la... En tout Oui, cas, c'est exactement ça. ah C'est mon Dieu, exactement mais ça. bon. Donc, au-delà de ça, ça a super bien fonctionné. J'ai testé, bien sûr, le Android Auto et tout ça. Apple CarPlay, pour moi, qui a aussi bien fonctionné. Donc, écoute, qu'est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai quoi que ce soit à redire sur cette voiture-là? Ben, pas vraiment, en fait. Ça fait partie de ces voitures où, pas de nouvelles, bonne nouvelle, tant qu'à moi. 200 chevaux, c'est pas l'affaire la plus puissante que j'ai essayé, surtout pas récemment si vous avez écouté nos derniers épisodes. On n'est pas dans quelque chose d'hyper performant. On va pas être dans quelque chose, comme je disais, de hyper luxe à l'intérieur. On n'a pas la grosseur de ton Wagoneer ou les 20 quelques haut-parleurs. Mais on va avoir quelque chose qui, selon moi, pour un prix de départ en bas de 50 000, pour quelque chose qui est éligible à tous les rabais, va faire la job amplement, à un point où, même si je continue à préférer l'Ioniq 5 dans son design, on n'a pas parlé du design extérieur, là, mais il y a des accessoires en Ben, pixels et tout, là, du on en a style... parlé quand on est allé. Parce que moi, je suis allé au lancement de la version à essence, tu te rappelles? Puis on en a parlé ensemble à ce moment-là, là, espèce Ouais, de ligne d'aile en avant
qui a une petite allure Robocop un peu, là, puis... Il y a quelques petits changements là, avec la version électrique, mais des trucs minimes, là, les trucs qu'on va avoir habituellement sur une version électrique, donc bien sûr la calandre en avant, pas besoin d'être ouverte, c'est pas une grille parce qu'on n'a pas de radiateur, des choses comme ça. Mais somme toute, effectivement, là, ce qu'on a dit quand on a parlé de la version à essence est encore, se tient encore la route. Puis, j'aime le look. Je suis obligé de dire que moi, je trouve que c'est réussi. Puis, contrairement à l'Ioniq 5 et Ioniq 6, où j'ai entendu mes collègues journalistes parfois, écoute, hein, c'est des histoires de goût, mais être un peu réticent face au look, à la fois de l'Ioniq 5, parce qu'on dit, ben là, elle est trop carrée, elle est trop angulaire, et l'Ioniq 6, où moi-même, j'avoue que je suis le premier à en douter à ce jour, qui est trop ronde, trop aérodynamique. Ben là, je trouve qu'on est allé dans un juste milieu où tout le monde est sorti en disant, ben c'était quand même beau, c'était quand même agréable quand on sait qu'on s'en va dans un véhicule en bas de 50 000 $. C'est ça, exactement. Ah non, mais écoute, c'est effectivement un véhicule qui, tu l'as mentionné, est le plus vendu du côté de chez Hyundai. C'est pas pour rien. Il y a plein de belles qualités et est abordable. Alors, je pense que c'est en soi un bon choix. Là, si tu permets, mon cher William, on va passer aux voitures de l'année. Parce que tu sais maintenant Oui, que tu es un membre officiel de la JAC, de l'Association des journalistes automobiles du Canada, il faut voter d'ici le 31 décembre pour nos choix de voitures de l'année parce que, rappelons-le, on est allé au Festival des essais. Ce Festival des essais et les votes que l'on a enregistrés, pas juste nous, là, mais les 70 autres membres votants. Donc, on a enregistré ça, ça a été compilé et ça a donné naissance à des listes de finalistes. Euh, bon, intéressant de mentionner que cette année, on le rappelle, il y a moins de catégories dans ce concours-là. Avant ça, il y avait comme 16 catégories de tous les genres et de tous les styles. Maintenant, on a 4 catégories. La voiture de l'année, le camion ou VUS de l'année, la voiture électrique de l'année, puis le camion ou VUS électrique de l'année. Ce sont les seules catégories qu'on a voulu retenir. Je trouvais ça plus intelligent et j'avoue que c'est mieux pensé. C'est plus et facile oui. à faire. Il y a juste 4 Et on gagnants a et pas nommé... 35. Non, c'est ça, exactement. D'habitude, Et là, il y avait on tellement a... de catégories, mais oui, vas-y avec les finalistes. Ah, tout le monde était numéro un. C'est comme les sondages radio. Là. Tu sais, tout le monde est numéro un quelque part. Là. Mais là, dans le temps, l'Ajax, c'est comme ça. Tout le monde avait un prix quelque part. On avait plus l'impression que c'était un prix de participation qu'un prix d'excellence. Mais là, la Oh, compétition est chaude, là. c'était chiant, ça. C'était C'était un peu épouvantable. chiant, je l'avoue. Mais écoute, là, au moins, on peut dire que cette année, cette critique-là tient absolument pas la route parce que on se ramasse à avoir des véhicules, là, tête à tête, que j'aurais jamais cru voir tête à tête, là. Si on commence, vas-y avec ta lecture, là, mais j'ai hâte que tu nous en parles. Écoute, ben non, parce que tu vois, si on prend les voitures canadiennes de l'année, on tire dans toutes les directions, là. Parce qu'on part à l'Acura Integra, mais la type S, donc la plus sportive de la gang, qui est vraiment bon, assez intéressante. Tu as la Honda Accord, tu as la Subaru Impreza, tu as la Toyota GR Corolla. Toyota GR Corolla, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est la petite sportive GR pour Gazoo Racing, d'ailleurs. Là. Kazoo Ouais. Racing. Oui, c'est le nom de l'écurie de course de M. Toyoda, le big boss de Toyota. Quand il allait faire des courses, il ne voulait pas se nommer parce qu'il ne voulait pas. Alors, son écurie s'appelait Gazoo Racing. Et ils ont Eh gardé cette bien, division-là pour les voitures de performance. C'est le cas de la Supra, qui est une GR Supra. C'est le cas de la 86, qui est la GR 86. Et c'est le cas de la Toyota GR Corolla, qui est la petite 3 cylindres, 300 chevaux. Vraiment, une petite voiture assez étonnante et dynamique. Et l'autre, ben, c'est la Toyota Prius. Alors, comme tu vois, on est totalement japonais dans cette catégorie-là, ben puisque oui, hein? il n'y a que des japonaises. Et je suis obligé de dire, et là, William, on va remplir nos bulletins de vote. OK, là? C'est sûr qu'on va remplir nos bulletins de vote. Et c'est des bulletins détaillés. Je vous invite d'ailleurs à les consulter sur le site de la JAC. Là. Vous avez tous les critères, l'apparence, le moteur, le ci, le ça. Mais on va quand même, on est baveux un peu, fait qu'on va essayer de choisir nous-mêmes nos propres gagnants. OK? Oui, on va juste discuter, bien sûr. C'est ça. Et je pense que dans cette catégorie-là, on va être d'accord vite. Oui, c'est laquelle, selon toi? Selon moi, c'est la Subaru Impreza. C'est exactement ce que j'avais écrit également. Donc, écoute, oui, j'ai rien d'autre à dire. J'avais mis un point d'interrogation à côté parce que
la compétition est quand même chaude dans la mesure où c'est des choses très différentes, comme tu dis, hein. Moi, l'Impreza, je l'aime parce que, ben, premièrement, c'est un des véhicules les moins chers qu'il y avait en essai, sinon le moins cher de tout ce qu'on a pu avoir là au Festival des essais, puis qui a, selon moi, amplement tenu la route. Mais quand on le compare avec justement la Corolla GR, ça dépend de Ah non, nos, c'est de un autre nos. monde. C'est un autre monde, là. C'est un autre monde. L'Acura Integra type S aussi, c'est vraiment un autre monde. Mais je trouve ça intéressant. Tu vas me dire, la plupart de mes collègues, moi je te dirais, là, mes collègues vont voter pour la Honda Accord. Ben, nos collègues vont voter pour la Honda Accord. Parce que du côté anglophone, on est très dans une grosse voiture, plus confortable. Bon, moi, je suis pour la Subaru Impreza parce que c'est une belle évolution. C'est pas une révolution, on n'a rien réinventé, mais je trouve que c'est une voiture qui mérite considération. Et tu l'as mentionné, juste pour le prix, ça vaut la peine. Alors, heureux de voir que, bon, coudonc, je t'ai pas si mal éduqué que ça, finalement. Non, en fait, je suis plutôt étonné parce qu'on a fait presque pas les mêmes essais tout à fait, mais toi, t'avais essayé presque tous les modèles qu'il y avait Ouais. là-bas. Moi, j'avais fait l'essai de certains autres modèles ici, puis rendu là-bas, j'ai fait l'essai de presque tous les modèles qu'il y avait sur la liste. Donc, c'est le fun parce qu'on a vraiment testé ces modèles-là, là. Donc, on peut en faire part Exactement. pour la plupart. Oui, oui. Si on arrive dans les VUS, les véhicules utilitaires de l'année, tu as le Genesis GV70, le Honda CR-V, le Mazda CX-90, le Subaru Crosstrek et le Toyota Grand Highlander. Encore Je vais te japonais, laisser hein, à part choisir. Genesis. C'est coréen, mais Ouais, c'est coréen, mais à part Genesis, on est encore dans le japonais. Eh bien, ouais, moi, moi, mon ce qui me choix, fascine, c'est c'est qu'il n'y a le. pas beaucoup d'Américains. Hein? Non, hein, en fait, on verra dans les autres, mais je pense qu'il n'y en a rien qu'un. Hein. En tout cas, Ouais. moi, de mon côté, c'est le Mazda CX-90. Mon Je Dieu, sais pas si c'est ce que tu as pris toi aussi. on pourra même pas s'obstiner. Ben là, je veux dire, sincèrement, j'ai été surpris par le moteur du CX-90 parce que, écoute, pour l'anecdote, toi, pendant ce temps-là, t'étais sur la Nissan Z et Oui. tu me donnais toujours du fil à retordre pour essayer de me donner un peu de défi hein, dans les courbes et autres. Et ben, écoute, le CX-90 a suivi ta Nissan Z avec une agilité impressionnante pour un véhicule de cette taille-là. Je l'ai trouvé Effectivement. confortable. Je trouve qu'il se conduit aussi bien, de façon aussi agile, justement, que les Mazda plus petites que j'ai essayées. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait d'accord avec toi. Moteur 6 cylindres fait maison par Mazda, un véhicule vraiment qui mérite considération. J'ai hâte de voir la version CX70 qui va arriver, qui devait arriver l'automne passé, mais le 90 a été tellement populaire qu'ils ont manqué de capacité de production, donc ils vont l'avoir plus tard. Mais c'est finalement le même moteur, mais avec un véhicule plus petit. Ça devrait donc être encore plus dynamique. Mais ouais, moi aussi, je suis d'accord. Puis, il faut rappeler, là, chez Mazda, on a un effort incroyable de qualité de finition et de tout ce qui va avec. Là. On fait vraiment un gros effort. Mon pari, cependant, c'est que nos collègues vont voter pour le Genesis GV70. Je te le dis, là. Ils sont plus conservateurs. Du côté. Sais-tu, je regarde ça, il n'y a aucun Américain. Quand je vais Lucid, du c'est pas côté des. américain? Pardon? Lucid, c'est pas américain? Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais C'était mon oublié ça. exception, justement, dans la prochaine Ouais. catégorie. Ben, écoute, dans la prochaine catégorie, justement, ce sont les voitures électriques de l'année. Et là, on tire vraiment dans tous les sens. OK? Parce qu'on a la BMW i4, qui est une petite voiture berline. Tu as la Genesis électrifiée G80, la Hyundai Ioniq 6, la Lucid Air et la Toyota Prius Prime. Y a-tu deux chars qui sont moins en corrélation que le Lucid Air puis le Toyota Prius Prime? Honnêtement, on est vraiment dans des univers là, complètement flyés. Écoute, je t'avoue que ça, c'est la catégorie où j'ai le plus de difficultés. Okay? Parce que moi, la i4, j'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment un petit véhicule, le fun à conduire. C'est dynamique. C'est comme BMW nous l'amène tout le temps. D'un autre côté, tu le sais, j'ai tripé pas mal solide sur la Ioniq 6. Absolument. Et la G80 électrifiée m'a jeté sur le dos quand on en a fait l'essai là-bas.
Rappelle-toi, là, c'était la grosse blanche Ah oui, avec laquelle, écoute, c'est confortable, très luxueux, puissante, là. et puissant et stable en conduite. C'était vraiment surprenant. La Lucide, j'ai pas détesté, mais on a eu tous les deux des bugs différents avec la voiture. Moi, le GPS a persisté à me placer au centre-ville de Toronto tout le long de mon essai, alors qu'on n'était même pas là, on était à Oshawa. Il y a eu des trucs comme ça, les portières qui étaient difficiles à ouvrir. Fait technologiquement, excusez, au niveau mécanique, c'est très impressionnant, mais je trouve que pour le prix, il manque un petit quelque chose. Alors, je t'avoue que je suis un peu partagé, mais je vais quand même donner mon vote à la Ioniq 6 parce que elle a l'avantage du prix par rapport aux autres, je te dirais. T'as même pas mentionné la Prius Prime, ce qui est selon moi absolument représentatif de comment je me sentais en la conduisant. Ouais, c'est Même ça. pas digne de mention. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est un très, C'est très une bon blague, c'est une véhicule. blague. Non, mais c'était plate, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est un bon véhicule, mais la conduite est plate sur un méchant temps. C'est la seule Et chose que je puis, vais t'as dire. tellement pas conduit l'ancienne génération, là. La différence entre les deux, là, c'est l'eau et le feu. Tellement celle-là est plus dynamique que l'ancienne. Mon Dieu, eh bien. Dans tous les cas, ça doit être un très bon véhicule parce qu'il est certainement pas là pour le dynamisme, t'as raison. Non, effectivement. Et ton choix, c'est? Ben, écoute, moi aussi, c'est l'Ioniq 6, mais il y a une partie aussi de moi-même qui se dit que c'est parce que, en tant que véhicule de l'année, comme tu dis, l'avantage du prix, hein, C'est ça. les autres, on est dans des choses de grand luxe. La Lucide, là, c'est n'importe quoi. Le prix, hein, il y a une version qui est au-dessus de 300 000 c'est pas celle qu'on a essayé, mais quand même, là, on est dans un véhicule de grand luxe. Je me verrais mal dire aux Canadiens, ah oui, vous savez quoi? Le véhicule de l'année vaut plus que 2 ans de vos salaires réunis. C'est Je sais ça. pas, il y a quelque chose qui me fait sentir qui me fait sentir mal dans tout ça. Donc moi, c'est le gros avantage de l'Ioniq 6, mais je suis obligé de donner, là, comme tu disais, une mention spéciale au G80, au Genesis G80 parce que moi, j'aime pas l'intérieur, j'aime pas le look, mais le moteur, difficile à battre là, Ouais. pour un véhicule de cette taille-là. Mais comme tu dis, moi aussi, je suis d'accord, c'est vraiment le prix qui fait que la Ioniq 6 est là. Parce que dans les autres ordres d'idées, moi, j'ai beaucoup aimé la i4, là, mais encore une fois, c'est une voiture un peu de niche sportive qui ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde. Enfin. Et enfin, la dernière catégorie, les véhicules utilitaires électriques de l'année. Le Genesis GV70 électrifié, la Hyundai Ioniq 5, le Kia EV9, le Mazda CX-90 plug-in hybrid, donc hybride branchable, ou le Nissan Ariya. Je vais te laisser choisir en premier. Ben là, l'Ioniq 5, là. Mais le pire, c'est que je l'aime beaucoup, mais est-ce que c'est ça qui va gagner? Je sais pas. Puis Je pense pas. j'hésiterais avec l'Aria aussi, que j'ai quand même bien aimé, franchement, qui m'a surpris. Faut dire que j'avais conduit l'Ioniq 5 avant, j'avais jamais conduit l'Aria. On est peut-être un petit peu plus impressionné par les choses qu'on voit pour la première fois. Mais moi, je dis l'Ioniq 5 parce que c'est un peu le running gag. Mais l'Aria, j'avoue qu'il était quand même pas si mal. Ah non, l'Aria était très bien. Honnêtement, je suis d'accord avec toi de dire que l'Aria était là. J'ai pas détesté le GV70 électrifié. Je l'ai conduit récemment encore. Mais pour moi, il n'est pas tout à fait à la hauteur Moi de non ce à quoi on plus. s'attendait. Et le Kia EV9, ben, le CX-90 plug-in hybrid, c'est correct, on l'a nommé dans les autres. Là, Puis on va se garder une PHEV petite... pour un VUS électrique, il me semble que Ouais, non, je suis il y a moins quelque chose d'accord. qui est pas qui vient moins me chercher. C'est ça. Le Kia EV9 est là. Mes collègues arrivent d'aller l'essayer en Californie et tout. Euh, Nous, on n'est pas allés. Honnêtement, j'ai été presque déçu de ce véhicule-là. Pas au niveau des performances, mais j'ai trouvé que bon, les sièges étaient méga inconfortables. La conduite était ordinaire, là. Il n'y avait rien de très stimulant. Le look est beau. Faut donner que le look est très beau. Mais je n'étais pas vraiment enthousiasmé par ça. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, dans cette catégorie-là, j'irais pour l'Aria, qui serait mon premier choix. Euh, Ioniq 5, je l'aime bien, mais ça fait 2 ans qu'elle est là.
on va passer à d'autres choses. Moi, C'est exactement ma réaction aussi. Je l'ai dit un peu à la blague parce qu'évidemment, il faut que je prêche pour ma paroisse, mais je peux juste être d'accord avec toi. L'Ariel mériterait plus pour 2023. exactement. Alors voilà, on va voir en février, hein, au moment du Salon de l'Auto de Toronto, si on était bon ou pas dans nos choix. Probablement qu'on ne le sera pas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au départ, on n'est pas tout à fait comme les autres. D'autre part, on est du Québec, puis que les perspectives québécoises sont généralement différentes un peu de celles des anglophones. Donc, on verra ce que ça va donner dans la réalité. Mais c'est quand même un. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau du vrai, Oui, du vrai système. absolument, moi aussi. Puis comme tu dis, je pense pas qu'on va vraiment avoir prédit quoi que ce soit, mais n'empêche que je pense que peu importe dans les finalistes, là, à part le EV9 qui moi aussi m'a un peu... Ben, c'est quoi? C'est le GV70 et le V9, les deux qui m'ont déçu. Et donc les deux sont dans la même catégorie, à la fin le VUS électrique. Sinon, tout le reste, là, bon, Prius Prime, c'était pas l'affaire la plus dynamique, mais écoute, c'est un bon véhicule comme tu dis. Je pense pas qu'on peut vraiment se tromper avec ce qu'on vient de nommer, là. Non, 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 mais comme tu dis, c'est pas sûr que ça va être le vote populaire, je dirais, là. Mais non, on s'est pas trompé. Puis déjà qu'il soit finaliste, regarde, c'est quand même la preuve que c'est de bons véhicules. Absolument, ben Voilà. oui, c'est sûr. Là, mon cher William, je vais te céder le micro parce que tu as des nouvelles toujours aussi palpitantes à nous livrer. Oui, en effet, ben premièrement, Chevrolet a produit sa dernière Camaro. C'est ce que tous les journaux titraient même à travers le monde, hein, parce que c'est quand même un véhicule qui est mythique, disons-le. Oui, Hein, d'ailleurs, qui ne connaît pas la fameuse chanson ben, ça s'appelle Les dans ma chemins Camaro. d'été, là, mais dans ma Camaro, là, ben oui, hein. On ne pourra plus maintenant amener sa dulcinée dans sa Camaro sur les chemins d'été parce que c'était la dernière année, mais on nous a déjà dit ça avant. Hein, on nous a déjà dit ça avant, en 2002. On l'a fait revenir après, là, en 2010. Après ça, il y a eu d'autres générations. Et là, on nous dit que c'est fini pour de bon. Mais là, peut-être que j'aurais plus tendance à croire que c'est fini pour vrai. Parce que les véhicules de ce genre-là, on parlait hein, du Kia Stinger, on parlait de ton Dodge préféré, hein? Oui, le Challenger. À moins que, comme du côté de Dodge avec son Charger, on nous annonce une Camaro électrique au cours des prochains mois, des prochaines années. Je veux dire, on l'a fait chez Dodge Charger qui s'en vient l'an prochain. Pas besoin de te rappeler qu'il y a une Mustang Mach-E qui existe qui est 100% électrique. Est-ce qu'on pourrait assister à la naissance d'une Camaro électrique? Ça va faire C'est ce qu'on nous hurler dit. les enthousiastes. Oui, c'est ce que Ça, j'allais dire. Hein? Ils sont pas prêts à ça. Les gens qui vont. Déjà, le fait que tu dises que la Mustang Mach-E entre dans la lignée Mustang, je pense qu'il y en a plein qui se sont désabonnés. Mais oui, c'est ce que semblerait dire, en fait, même directement, là, le président, en disant que ce n'était pas la fin du nom Camaro. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'après moi, ce sera pas une autre super bombe à essence, là. C'est plus là qu'on s'en va. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Seul le futur pourra nous le dire. exactement. Maintenant, je vais te parler de Cadillac encore. Ben, je dis encore, mais de Cadillac pour deux raisons différentes. Parce que dans le dernier mois, il y a eu l'Optique, hein, le petit VUS électrique. Et là, on a pu voir le Vistic. Je sais pas si tu commences à voir le pattern, là, le lyrique, c'est le stick, optique, vistique, hein? Je sais Ouais, pas si tu vois le pattern. on est dans le tic, mon ami, dans le tic. Il y a même le escalade IQ. Il fallait que ça Ouais. finisse en IQ encore une fois, il faut croire. Mais la raison pour laquelle je t'en parle, ben premièrement, n'importe quel nouveau modèle électrique, ça vaut toujours la peine d'être mentionné parce que bon, on se rend compte que c'est pas mal juste ça que les manufacturiers nous montrent. Donc ceux qui sont pas des fans de l'électrique vont être déçus dans les prochaines années. Ma foi, je crois qu'il va falloir qu'on fasse le switch et qu'on fasse le deuil bientôt du moteur à essence, mais ça, ce sera pour un autre épisode. Mais quand même, là, on parle de si c'est comme pour le lyrique, on parle quand même de 500 chevaux, 455 livres-pieds de couple. On parle sûrement là, de la même batterie Ultium, donc c'est une autonomie au-dessus de 500 km. On n'a pas ces détails-là officiellement, mais c'est ce qu'on risque de voir sur toute la gamme. La raison pour laquelle je t'en parle, c'est parce que ce véhicule-là, je suis pas mal sûr
que je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu quand je suis allé au studio GM à Détroit cet été. On n'avait pas le droit de prendre des photos, on nous avait enlevé nos téléphones et on est Oui, c'est passé vrai. dans un couloir où il y avait un VUS intermédiaire à 3 rangées qui ressemblait pas mal à ce qu'on vient de nous présenter. Donc, j'ai vu ce véhicule-là déjà et je peux vous dire que ça rend bien là, dans la vraie vie aussi. Parlant de GM, Oui. grosse erreur, selon moi. Ils vont abandonner Apple CarPlay et Android Auto. Mais ils vont faire quoi? Eh bien, ils sont en train de développer leur propre logiciel qui s'appelle le Ultify, qui, avec Google, entre autres, pour complètement remplacer l'interface de Apple CarPlay et Android Auto. Et là, on nous explique un peu pourquoi. On nous dit, ben, ça va être plus sécuritaire parce que on va pouvoir directement toujours être en contact entre le véhicule et le système d'infodivertissement. Mais Bon, c'était pas déjà le écoute, cas? j'ose pas leur dire que c'est sans doute déjà le cas. Entre autres, le Hyundai le Hyundai Kona, qui préchauffe, là, comme je disais, le port de recharge le fait automatiquement quand il réalise qu'il est à un certain kilométrage, dépendamment de la température d'un point de recharge. Donc, ça existe déjà. On n'a pas besoin de nous enlever le Apple CarPlay et l'Android Auto pour faire ça. Et on nous dit, non, mais le Super Cruise, là, donc le système main libre, tu sais, c'est tellement important pour ça, là, que ce soit en contact constant avec le système d'infodivertissement, tu sais. Et là, bien sûr, on nous a cité toutes les études du monde qui prouvent le point, comme quoi les gens trouvent pas toujours ça facile de connecter leur Apple CarPlay, trouvent pas toujours ça facile l'intégration des différents Apple Maps et autres. Et là, ils disent que dans le fond, d'avoir le Apple CarPlay et l'Android Auto, ce serait tout simplement superflu. Bon. Maintenant, C'est en fait, sauf que c'est une bien meilleure méthode pour contrôler toutes les informations à l'interne. ah ben attends, j'en ai une encore meilleure pour toi. Alors, ben bien sûr, ce système d'infodivertissement-là, il va être inclus de base dans les véhicules, du moins pour le moment. Mais il va demander un abonnement payant après un certain nombre d'années. Ben oui, c'est sûr. GM nous l'a dit en 2020. Ils ont annoncé qu'en 2026, ils auraient 50 services sur abonnement. Regarde, ils s'en vont là-dedans, c'est certain. Ah, Dans la suite des bonnes nouvelles, les vols de voitures, hein, toujours en hausse au Québec. ouais. Je veux dire, ça a passé beaucoup dans les nouvelles. Là. Il y a beaucoup de gens sûrement qui l'ont déjà vu. C'est vrai, là, les vols de voitures, là, les chiffres sont plus hauts là, que jamais. On se le cachera pas. Puis c'est sûr que moi, hein, j'habite dans Montréal, puis je suis allé voir la carte des infractions dans mon coin. Puis le coin où j'habite, là, c'est un très gros, c'est des très gros points. Il y a beaucoup de points dans le coin où j'habite. Soyons honnêtes. C'est beaucoup d'argent que ça représente. On parle de 111 millions de dollars pour les assureurs par année, juste dans le coin de Montréal. Puis après ça, pour te donner une idée, Montérégie, 85 millions et ça va là, en descendant, mais quand même plusieurs centaines de millions de dollars chaque année. Mais ce qui m'a rendu le plus, disons, curieux, c'est que quand on regarde, le nord du Québec a eu seulement 9 vols, mais chacun de ces vols était à peu près 60 000 59 600 dollars. Je te dirais que c'est des pick-up. Ben, c'est C'est ça. c'est évidemment pas des véhicules qui sont vendus 25 000 chacun, là. À Montréal, c'est plus 30 000 le coût moyen par vol. Hein? Donc, on se rend compte que Montréal, c'est l'endroit avec le coût moyen le plus bas et c'est l'endroit où il y en a le plus et le coût moyen le plus haut, c'est l'endroit où il y en a le moins. Donc, c'est quand même assez drôle. Dans les véhicules qui sont le plus touchés, là, je prends les chiffres d'Équité Association qui sont entre autres relayés par le guide de l'auto qui nous dit que c'est le Honda CR-V 2020 qui a été le plus volé, là, du moins l'an dernier, mais il y a aussi l'Acura RDX et classique, la Honda Civic, hein, qu'on a souvent Ouais, nommée ça, c'est comme un étant classique. la plus volée. D'ailleurs, une des méthodes de vol les plus fréquentes, ou du moins en hausse, hein, pas nécessairement la plus fréquente, mais en hausse, c'est le vol par ce qu'on appelle le relais hein, informatique, donc où on vole les informations depuis sa clé
électronique ou les clés maintenant qu'on peut avoir digitales et on le transmet à la voiture avec un relais pour qu'on se fait passer pour le propriétaire. Ça, la façon de l'éviter, je le rappelle, serrez vos clés intelligentes dans une boîte de Faraday, une petite boîte qui se vend pas très cher, qui est une boîte métallique qui coupe ces ondes-là. La plupart arrivent même avec un petit portefeuille en plus qui vous permet de cacher aussi vos cartes de crédit ou vos cartes de débit à l'intérieur. Ça coupe les ondes, c'est très efficace, ça fonctionne et c'est pas très cher. Puis Voilà. finalement, j'avais un dernier petit sujet pour toi avant qu'on termine cet épisode parce que les Game Boy, là, hein, tu sais quoi? Pas Ouais. si t'es pas. Ben, Je pas de lien je avec les t'en ai voitures. acheté suffisamment pour savoir c'est quoi, oui. Oui, quand même, hein, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais là, on parle des Game Boy que moi-même, je suis trop jeune pour avoir utilisé. Pourquoi je t'en parle dans un podcast sur l'automobile? Non seulement parce que j'aime bien les jeux vidéo, mais surtout parce que j'ai appris que Peugeot, pendant longtemps, avait utilisé des Game Boy pour faire le diagnostic de ces véhicules. Donc, vous avez sûrement déjà vu ça là, sur Internet. Aujourd'hui, il y a une espèce de port universel. On peut le faire, entre autres, avec son iPad, avec des cellulaires aujourd'hui. On branche ça dans le véhicule et ça nous donne toutes les informations. Début des années 2000, c'était des Game Boy avec des logiciels personnalisés, là. Ah ouais. Donc, Mon Dieu, ils n'ont même je pas développé leurs propres outils. Donc, C'est impressionnant. écoute, ils ont développé l'outil qui rentre dans le Game Boy, là, mais Ouais. effectivement, il semble qu'ils voulaient pas développer ce qui se trouve à être un écran avec des contrôles en dessous, là. On s'entend que Ouais. c'est utilisé, on n'était pas en train de jouer à Tetris, là, mais il y a pas juste Peugeot qui l'a fait, il y a Suzuki aussi et Aprilia. Donc, écoute, peut-être qu'il y a des véhicules qui ont été testés. Ça, on parle pour Aprilia et Suzuki, on parle là, de scooters. Là. Donc, on parle de motocyclettes et pas de véhicules, mais quand même plutôt drôle. C'est peut-être une des seules fois où on peut combiner mon amour des jeux vidéo rétro et notre sujet des véhicules. Donc, je me suis dit que j'allais t'en parler. Des Game Boy aussi utiles pour l'automobile, qui l'eût cru? Eh bien, bravo, bravo. Moi, on va terminer sur une nouvelle que je trouve pas mal moins le fun, cependant. Ah. Et ça met en vedette la compagnie Kia. Et c'est au Canada que ça se passe. En général, ce genre d'affaires-là, on l'a vu beaucoup dans d'autres pays. Hein. Tu le sais, les États-Unis, en Europe. Mais là, c'est chez nous. Et il semble que Kia Canada ait décidé de retarder la livraison de ses véhicules volontairement. En fait, l'idée, c'est qu'ils ont atteint leur objectif de vente pour 2023, qui était de vendre 84 000 véhicules. Comme ils ont atteint cet objectif-là, puis qu'ils ont d'autres ventes en cours, puis qu'ils ont les véhicules, s'ils les vendent actuellement, ils vont dépasser l'objectif. Mais s'ils dépassent l'objectif, la maison mère en Corée va dire ben, vous n'avez pas besoin de supplément marketing puisque vous avez dépassé vos objectifs. Donc, on va vous couper le budget, comme ça se passe souvent. Alors, il y a quelqu'un chez Kia Canada qui a pris la décision de garder dans des entrepôts les véhicules au moins jusqu'après le jour de l'an, pour ne pas les mettre dans l'année financière actuelle, mais pour les garder pour l'année financière prochaine. Wow! Ouais. Évidemment, bon, ça a été sorti par Radio-Canada en anglais, par CBC. On ne sait pas comment ça va se traduire. Kia dit non, nous refusons de commenter les documents confidentiels internes. Évidemment, ils ne veulent pas donner de réponse à ça. Mais ça provient, en fait, de gens qui ont été directement impliqués. C'est assez fascinant. En fait, c'est. Moi, j'en viens pas, là, je trouve ça absolument incroyable. C'est Vince Capicotto, le directeur de la région centrale de Kia, qui a parlé de ça lors d'un appel vidéo le 17 novembre. Et il a dit à 100 représentants de concessions en Ontario, vous allez être très mécontents de moi aujourd'hui parce qu'on va laisser les voitures dans les entrepôts jusqu'au nouvel an, en prétextant des problèmes de livraison et de logistique. OK, donc en plus, c'est ça, on a menti, là. Oh, oui, clairement, là. Donc, c'est vraiment pour préserver son budget. C'est assez impressionnant. Évidemment, ce n'est pas la seule compagnie à faire ce genre d'affaires-là. Puis, compte tenu des problèmes de livraison qu'il y a un peu partout, c'est possible qu'il y en a d'autres. Mais j'avoue que celle-là me déçoit considérablement. Évidemment, on n'aura pas de position officielle de Kia, mais c'est quand même spectaculaire comme façon de faire.
Voilà. Écoute, excuse mon cynisme, mais d'après moi, Kia se sont fait pogner, mais je serais pas étonné de C'est pas les savoir seuls. que c'est ça, qu'il y a plusieurs compagnies qui font des pratiques, si c'est pas pareil, du moins similaires ou dans les mêmes buts, là, ce qui, selon moi, montre un peu la stupidité de baser son budget marketing uniquement sur des objectifs. Mais écoute, je suis pas responsable d'une compagnie coréenne, donc sur ce, je te Non, laisse. oui, mais en fait, on va dire d'ailleurs, c'est un des coups plates de l'année. On vous invite à revenir dans notre prochain épisode parce qu'on va justement choisir nos coups plates de l'année. C'est-à-dire qu'on va donner bien sûr nos coups de cœur des essais qu'on a fait dans l'année, des événements qui se sont déroulés dans l'année. On va parler un peu de ce qui s'en vient au cours des prochains mois, mais on va aussi vous dire quels sont les coups de batte qu'on aimerait donner à quelques personnes sur ce qui s'est passé au cours de la dernière année. J'exagère, tu auras compris. Mais disons, les déceptions de la dernière année et des Oui. trucs comme celui de Kia en font partie. Alors, c'est ça qui m'a fait à notre épisode cette semaine, un épisode qui est un peu plus long que d'habitude, mais on espère que vous avez apprécié. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes, Spotify, Apple CarPlay, pas Apple CarPlay, voyons, tu m'as Apple influencé. Podcast. Apple Ouais, on Podcast, parle tu de m'as trop d'Apple influencé. CarPlay. Alors, évidemment, on vous invite aussi à nous mettre des thumbs up, des étoiles quand vous avez l'occasion de le faire. Partagez cette émission-là, ça nous aide beaucoup. Envoyez-nous vos commentaires, soit sur la page Facebook Gotchard Podcast, soit sur gotchard.podcast@gmail.com. Vous pouvez nous envoyer ça, bien sûr, sur nos pages Facebook personnelles aussi. Et bien sûr, on vous remercie d'avoir été avec nous. En attendant, nous, au moment où on enregistre, on est à quelques jours de Noël. Donc, on va en profiter pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Et on espère que vous serez avec nous pour le début de la nouvelle année, pour, je l'ai dit, nos coups de cœur et peut-être nos déceptions de l'année. Alors, sur ça, mon cher William, je te remercie d'avoir été là et je te souhaite une bonne semaine. Ben, moi aussi, je te remercie, puis je te souhaite une bonne année. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.